Bonjour à toutes et tous, cette semaine le podcast Parole d'Histoire continue à parcourir des films historiques avec 3 œuvres au programme. Aujourd'hui une fresque sur l'histoire de l'Italie, nos meilleures années. Mercredi on parlera d'histoire moderne au Danemark avec A Royal Affair. Et enfin vendredi c'est l'énorme succès du Titanic de James Cameron qu'on interrogera historiquement. Comme toujours vous retrouvez l'émission sur parolehistoire.fr pour écouter les 111 autres épisodes, pour la bibliographie accompagnant chacun d'entre eux. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Ainsi que sur YouTube. Merci et très bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes étudiante en histoire, vous avez fait un master notamment sur l'histoire de la psychiatrie, vous passez en ce moment les concours et on salue au passage tous celles et tous ceux qui viennent d'apprendre que les écrits apparemment des concours seront en juin, donc une situation pas simple, mais on pense bien à tout le monde qui y fait face. Et ensemble, on va discuter aujourd'hui d'un film de 2003, Nos meilleures années, en italien La meglio gioventù de Marco Tullio Giordana, qui brosse 40 ans d'histoire italienne. Alors, on s'est mis d'accord ensemble pour évoquer ce film. Peut-être que vous pouvez dire, essayer de résumer pourquoi ce film est intéressant quand on fait de l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire contemporaine en particulier. Eh bien, ce film retrace, comme vous l'avez dit, 40 ans d'histoire italienne. On voit à travers l'histoire de deux personnages, deux frères, les événements de 68, la jeunesse étudiante et les mouvements ouvriers. On voit également la révolution psychiatrique qui suit 68, notamment la désinstitutionnalisation des hôpitaux. Et à travers leur histoire, on voit également des événements qui sont un peu comme des easter eggs pour les historiens, comme la guerre de la mafia dans les années 90 avec les attentats contre Falcone et Borsellino. Alors, c'est un film, donc on s'est mis d'accord pour en parler. Moi, je l'avais vu à peu près au moment de sa sortie. Peut-être qu'on peut rappeler qu'il a une histoire un peu particulière, puisqu'au départ, c'était un téléfilm prévu pour la RAI, mais qu'il a été présenté au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, dans laquelle il a obtenu un prix, et que du coup la compagnie de production a décidé une sortie cinématographique en 2 fois 3 heures, donc c'est un film très particulier, parce que c'est vraiment une fresque historique considérable. Ces 2 fois 3 heures, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais de mon côté, quand je vois ce film, quand je l'avais vu la première fois, quand je l'ai revu depuis, je ne les sens pas tellement passer, parce que je trouve que c'est un film très, très puissant. Quel était votre sentiment ? Oui, c'est en 2 parties. 2 tons totalement différents, par contre, dans les parties. La première partie, elle est plus innocente, je dirais, puisque c'est surtout la jeunesse des protagonistes. Et la deuxième partie, beaucoup plus sombre, et avec les histoires de famille très pesantes, et avec des choses terribles qui se passent aussi dans cette famille. Et c'est très touchant, effectivement, très touchant. On voit pas le temps passer. C'est quand même 6 heures de film, effectivement. Très, très, très bon film, une fresque qui se regarde très facilement. Dans cette fresque, c'est donc centré autour de 2 personnages, les frères Carati, Nicolas et Matteo, joués par les mêmes acteurs du début à la fin, qui vont prendre de l'âge. On n'y croit pas totalement, mais ça fonctionne assez bien, notamment parce que je trouve le jeu des acteurs vraiment assez exceptionnel. Et l'un de ces 2 frères est le protagoniste le plus important, Nicolas Carati, qu'on voit à la fin de ses études et qu'on voit ensuite devenir médecin psychiatre. Alors, peut-être qu'on peut là aussi donner quelques éléments sur cette intrigue-là avant de parler de ce que ça nous dit de l'histoire de la psychiatrie dans cette période. Alors oui, Nicolas, c'est un étudiant en médecine qui se spécialise dans la psychiatrie. Le tournant dans sa carrière, c'est lorsqu'il, avec son frère, il libère Georgia, il me semble. Oui, c'est une jeune fille qui a des troubles psychiques et qui est traitée en institution. Et les 2 jeunes hommes sont un peu scandalisés de sa situation et décident d'une certaine manière de vouer leur vie. Leur vie se joue en quelque sorte autour de cette rencontre, Oui. Et ça va devenir un peu la vocation notamment de ce jeune médecin. Oui, voilà. Donc, d'ailleurs, Georgia, elle revient à plusieurs reprises dans le film. Nicolas, il se spécialise et il a comme un parcours initiatique, puisque après sa rencontre avec Georgia, il part en Norvège où il rencontre des hippies. D'ailleurs, ça ancre historiquement le film, puisqu'il rencontre aussi un déserteur de la guerre du Vietnam. Par la suite, il revient à Florence lors de l'inondation de Florence en 66, il me semble.
Oui, c'est la grande inondation de Florence qui avait mobilisé une bonne partie de la jeunesse étudiante européenne qui était venue dans la ville pour sauver les œuvres d'art de la crue de l'Arno et prêter main forte, voilà, faire preuve de bonne volonté pour protéger les chefs-d'œuvre historiques de la ville. Oui, et puis à ce moment-là, du coup, il rencontre sa femme avec qui il se mobilisera dans l'occupation des universités. Il rencontre aussi des ouvriers de l'usine Fiat à Turin. Et puis après, bon, bah, deuxième partie du film qui est plus une histoire personnelle. On retrouvera moins d'éléments historiques puisque ça se passe après les années 90 jusqu'aux années 2003. Ce jeune psychiatre, très vite, est confronté à la réalité des institutions psychiatriques dans l'Italie des années 60-70, qu'on imagine être peu ou prou les mêmes en Europe ou en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne à la même époque. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de la situation, du regard porté sur les malades psychiatriques au moment où démarre le film? Alors là, c'est intéressant puisque Nicolas évoque les malades comme étant tous des schizophrènes de manière ironique, puisque pour lui, avant, on les appelait tous des schizophrènes. Donc le film essaye de montrer qu'on avait moins de considération pour les malades avant 68. Et c'est évidemment les critiques qui sont faites durant la période, surtout en Italie, parce que Foucault publie sa thèse en 61, Histoire de la folie, Histoire de la folie, de la déraison, je ne sais plus vraiment le titre de la thèse. Et en 1963, elle est traduite en Italie et ça a un grand raisonnement en Italie, car ce n'est plus des querelles entre psychiatres sur le traitement de la maladie mentale, des maladies mentales, mais c'est aussi des critiques du coup extérieures, donc Foucault qui était philosophe, et il y a vraiment une critique de l'institution comme un élément patriarcal où le médecin a cette figure autoritaire qui décide à la place des patients de ce qui est mieux. Et vraiment, c'est cette critique de cette autorité-là qui va avec les mêmes mobilisations de 68. Alors une critique qui sera reprise aussi, élargie par d'autres penseurs, chercheurs. On peut penser à Erving Goffman aussi, qui publie un livre sur les asiles, dont j'ai pas la date exacte en tête. C'est une critique qui porte sur le rôle des médecins, mais qui porte aussi, me semble-t-il, et ça le film le montre de manière assez forte, sur les lieux mêmes de l'enfermement, on pourrait presque dire de l'incarcération des malades psychiatriques. Il y a une scène de ce point de vue-là qui est forte, de découverte des lieux dans lesquels sont enfermés des malades. Oui, effectivement. Après, évidemment, je ne connais pas toutes les maltraitances psychiatriques de l'époque, mais ce qui est important, c'est qu'on a un changement d'idée sur les hôpitaux psychiatriques. Pendant longtemps, même en fait, depuis les débuts, depuis Pinel, on estime que l'hôpital psychiatrique est un soin en lui-même. Et là, on change totalement de vision. Ce n'est plus un soin, c'est une raison d'oppression. C'était Basaglia, Franco Basaglia, dans le film, on entend d'ailleurs parler. Pour lui, ce n'est plus un soin, comme vous dites, c'est un lieu de privation de liberté. Ce lieu de privation de liberté, il est montré dans le film avec le passage où Nicolas aidait des policiers. Et là, au passage, on voit que les institutions, pour le cinéaste, peuvent être négatives, mais peuvent aussi servir la cause du progrès. Aider des policiers, Nicolas fait forcer la porte d'un asile, fait révéler la situation à l'intérieur, et on voit notamment des malades enchaînés à leur lit, dans des conditions épouvantables, pas lavés, maltraités, roués de coups, quelque chose qui fait frémir. On pense évidemment aux images qu'on peut avoir en tête des aliénés, des prisons londoniennes au XIXe siècle. On a quelque chose qui renvoie presque à une vision de l'enfer dans le film, tel que c'est montré. Oui, alors c'était quelque chose qui était déjà dénoncé au début du siècle. Je ne sais pas si vous voyez le livre du journaliste Albert Londres, qui s'appelait Chez les fous, où justement c'est décrit ces scènes assez pathétiques, mais dans le sens étymologique, qui inspire beaucoup de pitié de malades maltraités, enchaînés. Et je pense que le film essaye de montrer une figure du psychiatre Nicolas comme étant le bon psychiatre qui lutte contre cet enfermement et ces maltraitances.
Et d'ailleurs, plusieurs fois, c'est mentionné des gros clins d'œil de Franco Basaglia et du bon traitement, parce que au début du première partie, il est mentionné l'hôpital de Gorizia. Et Gorizia se trouve au nord, à côté de Trieste. Et Trieste et Gorizia étaient les deux lieux, on va dire, d'expérimentation de Franco Basaglia sur la bonne thérapie avec les malades. Donc, du coup, le film insiste vraiment sur la bonne psychiatrie, si on peut dire ça comme ça, celle qui ne maltraite plus, celle qui laisse la parole aux malades, et en montrant vraiment une distinction forte avec cette scène de maltraitance, parce qu'il me semble qu'ils sont dans la cave. Oui, Les... derrière une porte verrouillée, dans une cave, sans lumière, c'est vraiment une vision terrible. C'est ça, là. Euh, c'est absolument, et du coup, le film insiste aussi sur la nécessité de traiter les malades psychiatriques ou les gens atteints de problèmes psychiatriques comme des personnes. Et ça, c'est Oui. un élément important dès le premier moment où ces deux jeunes gens croisent cette jeune fille Georgia, jusqu'aux scènes avec les différents malades, jusqu'à une scène remarquable de procès. L'idée que les malades sont des personnes, est-ce que c'est aussi une idée qui est en vogue dans ces années 60-70? Oui, oui, oui. C'est enfin leur laisser la parole. D'ailleurs, c'est dans le procès. Alors, je ne sais pas si c'est tiré d'un affaire réel où le psychiatre perd dans ce procès, mais effectivement, oui, oui, Nicolas incarne vraiment la figure du psychiatre moderne, humaniste, presque un Franco Basaglia dans le film. Quelque chose qui était important, c'est brièvement, c'est mentionné brièvement, mais la notion de l'homosexualité comme maladie, parce que dans le procès, il me semble qu'il y a quelqu'un qui évoque ces traitements qu'il a reçus pour être soigné de l'homosexualité, et à plusieurs reprises, on en entend parler. Je voulais juste faire une parenthèse, que l'homosexualité était considérée comme une maladie psychiatrique jusqu'en 91. Là où le film sonne assez juste, c'est que tout ce qu'on raconte peut sembler très manichéen, le bon psychiatre humaniste face aux méchantes institutions carcérales. Ça montre pas non plus un personnage qui est totalement infaillible. Il y a une scène assez puissante dans la deuxième partie du film où on le montre un peu dévoré par des doutes, qui n'arrive plus justement à tenir cet équilibre dans son rapport à ses patients. Georgia d'ailleurs qui lui reproche. Le film n'est pas qu'une transposition, on va dire, à l'écran des thèses de l'antipsychiatrie, c'est aussi quelque chose qui donne une place aux hésitations humaines, et c'est ça qui en fait évidemment quelque chose de plus qu'un film illustratif. Oui, d'ailleurs, c'est ce que lui reproche Georgia, puisque après, le film montre vraiment un Nicolas qui veut à tout prix faire sortir les malades des institutions, et au final, peut-être même contre, contre leur gré, puisque c'est lui qui décide. Lorsque Georgia ne veut pas sortir et qu'elle veut rester, il y a beaucoup d'insistance de Nicolas pour qu'elle sorte. Et elle refuse à plusieurs reprises, donc on peut peut-être aussi questionner ce rapport de force aussi. Ce destin de Nicolas, donc médecin, humaniste, altruiste, croise celui d'autres personnages, celui de camarades d'études avec lesquels il vit en colocation d'abord à Turin au début des années 70, celui de la jeune épouse qu'il va rencontrer, qui va se politiser, celui de son frère. Et alors le destin de son frère, il est extraordinairement différent, puisque lui, il va incarner une autre figure de l'Italie des années 70, une figure militaire, policière, un jeune homme très troublé qui a besoin d'une forme d'ordre ou d'autorité et qu'on retrouve parmi les policiers qui sont chargés de faire régner l'ordre à Turin. Alors peut-être que c'est l'occasion de dire un mot des extraordinaires tensions sociales de l'Italie des années post-68, un moment d'une vivacité politique et avec un niveau de tension sociale, en particulier à Turin, donc siège de la Fiat, des ouvriers de l'automobile, de beaucoup d'ouvriers du Sud déracinés, politisés, pour certains à l'extrême gauche. C'est un moment d'une tension sociale extrêmement forte. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, les deux histoires des frères permettent de suivre l'histoire politique de l'Italie à cette époque, puisque ça commence donc à l'été 66. Ce qui m'a marqué déjà dans les premières images, c'était la Vespa et la Fiat que les jeunes conduisaient au début. C'est totalement, ce n'est pas anachronique, puisque effectivement, on est en plein miracle économique en Italie, et la Fiat et la Vespa sont
extrêmement utilisé et ce n'est pas un cliché italien, c'est vraiment véhicule utilisé. Peut-être sur ce point, dire que le film multiplie comme ça des clins d'œil au quotidien des Italiens. Il y a également des scènes où les gens s'attroupent au moment de la victoire de l'Italie dans la Coupe du Monde 82. Il y a toutes sortes de marqueurs comme ça qui ont contribué à la réception plutôt positive du film en Italie, qui a reçu toute une série de prix dans lesquels beaucoup de gens se sont reconnus, notamment parce qu'il a ces marqueurs. Mais ce ne sont pas juste des marqueurs décoratifs là aussi. Il me semble que derrière les Vespa des années 60 du début du film, il y a aussi sans doute une forme d'hommage à Fellini, il y a aussi des clins d'œil cinéphiles. Donc c'est quelque chose qui est plus subtil que simplement, encore une fois, un élément du décor. Pour revenir sur Turin et cette situation des années 70, alors l'Italie n'est pas le seul pays qui connaît évidemment des affrontements politiques et sociaux très vifs. En France, il y a les usines LIP, il y a le Larzac, mais le cas de l'Italie, il est peut-être assez emblématique d'un certain moment de tension au sein des sociétés européennes. Oui, effectivement. Alors, pour revenir brièvement sur les petits clins d'œil qui sont faits, on retrouve, je ne sais pas si vous voyez ce moment, mais quand son ami napolitain, l'ami Nicolas, qui est napolitain, il y a une petite tension parce qu'il vient du sud, et ça, je voulais le relever, puisque l'Italie est très marquée nord-sud, puisqu'il y a un énorme exode rural du sud jusqu'au nord, justement, qui est la zone industrialisée. Et il y a presque un racisme anti-italien du sud qu'on retrouve beaucoup à cette période et on appelle aussi anti-méridionaux. Par exemple, qu'on retrouve à cette période et qui n'a pas du tout disparu, puisque on peut encore aujourd'hui entendre chez des gens d'extrême droite italiens des phrases du style « l'Afrique commence à Rome » ou « commence à Naples », avec cette idée qu'il y a un autre monde. C'est quelque chose qui n'est pas qu'un fait historique. Non, non, bien sûr. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que la Ligue du Nord, menée par Salvini, marche très bien dans le Nord et d'ailleurs a été créée dans le Nord. On voit encore ça aujourd'hui, justement, avec les résultats des élections en général. Peut-être décrire un petit peu ce qui se passe à Turin, les affrontements entre la police et les manifestants. Alors oui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'automne chaud. C'est pas tout à fait en 1968 le mouvement ouvrier, donc c'est plutôt 1969 dans ces eaux-là, où les mouvements ouvriers se joignent au mouvement étudiant. Dans le film, on voit bien les mouvements étudiants à Turin avec Nicolas et Giulia. Et sur ce point aussi, ces événements, lorsque Giulia continue ses implications militantes et Nicolas, au contraire, qui n'est plus, qui laisse tomber les mouvements étudiants, ça permet aussi de développer quelque chose d'autre qui se développe après 68. Ce sont les années de plomb, puisque Giulia va faire partie des Brigades Rouges. Dans les années 80, on estime qu'il y a environ 4000 jeunes personnes qui sont enfermées car affiliées aux Brigades Rouges. Et du coup, cette continuité entre mai 68 et les Brigades Rouges par le biais de Giulia est plutôt bien exploitée dans le film. Plutôt bien exploité, avec notamment des moments de bascule. Je pense à cette scène de conversation dans l'appartement du jeune couple, donc le jeune médecin idéaliste et cette jeune femme très talentueuse, pianiste, mais qui va basculer de plus en plus dans la radicalisation politique à l'extrême gauche. Et il y a un moment où elle lui dit, après la énième bavure policière, parce que le film montre aussi cette brutalité policière au quotidien dans les rues de Turin, avec des véhicules anti-émeutes, avec justement le frère de Nicolas qui participe à cette répression très brutale. Et il y a un moment où Julia lui dit quelque chose comme « il est temps de les faire pleurer eux aussi ». Il est temps qu'eux aussi pleurent, autrement dit, le camp d'en face, le camp des patrons, des oppresseurs, etc. Et là, c'est le moment un peu de rupture dans leur couple et dans l'histoire aussi politique italienne, d'une certaine mesure, entre ceux qui vont choisir la voie de la violence en disant il faut répondre à la violence, notamment la violence des forces de l'ordre de l'extrême droite par la violence, et ceux qui s'en désolidarisent. Et on comprend bien qu'à partir de ce moment-là, ce jeune médecin humaniste, eh bien, il ne veut pas faire pleurer les autres, il cherche d'autres voies peut-être de réponse aux événements, et elle va s'enfermer de plus en plus dans une démarche militante et violente. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le premier clin d'œil qu'on a sur les Brigades Rouges dans le film,
C'est justement lors du procès du psychiatre avec Nicolas qui prend la défense des patients. On voit un tract des Brigades Rouges et je pense que c'est pour montrer chronologiquement où est-ce qu'on en est. Mais effectivement, Julia, elle parle d'un événement assez tragique qui s'est passé à Bologne. Alors, je ne sais plus l'année, mais un étudiant est décédé sous les coups de la police. Et ce qui s'est passé, c'est une réponse de la part des étudiants et encore plus de morts. Et d'ailleurs, dans ce film, on entend parler, Julia, justement, se rend compte, enfin, se radicalise à ce moment-là, quoi. Il me semble qu'elle s'engage au moment où les Brigades Rouges commencent à faire des assassinats. C'est-à-dire dans les années 76-78, avec l'assassinat de Aldo Moro en 78, acteur du compromis historique en Italie, qui n'aura pas lieu d'ailleurs, suite à son assassinat. En effet, Oui, c'est oui. autour de ce moment-là qu'on voit cette radicalisation qui conduit même son mari. Donc là, on révèle encore un morceau d'intrigue. Donc, si vous n'avez pas vu le film, évidemment, il ne faut peut-être pas écouter ça. Mais son mari va la faire arrêter. Il est prêt à la trahir plutôt que de la voir avoir du sang sur les mains et commettre d'une certaine manière l'irréparable. D'autant plus que là aussi, le film croise les intrigues personnelles avec la grande histoire. Un des meilleurs amis de Nicolas est devenu banquier, ministre, personnalité sous protection policière. Et du coup, on a les deux côtés finalement de la lutte. On a d'un côté les dominants issus du gouvernement des classes possédantes, menacés par la violence des brigades rouges. De l'autre côté, les gens qui sont sincèrement révoltés par la situation et qui s'engagent, eux, dans cette démarche violente. Et le film essaye, je trouve, de ne pas trop les juger les uns les autres. Ça m'a semblé une qualité du film que d'essayer de mettre à plat, finalement, cette histoire, sans trop juger ces personnages. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée. Ah si, notamment un des personnages qui pourrait être le plus controversé, évidemment, c'est sûrement le frère, le frère Matteo, qui est passé par le service militaire et puis après est devenu policier, où justement un de ses collègues finit paralysé suite à voilà, une manifestation violente qu'il y a pu avoir. Et ça contrebalance, par exemple, la discussion qu'il y a eu entre Julia et Matteo, où elle l'attaque parce qu'il est policier, et lui, il répond justement, il me semble, que les manifestations sont violentes. Donc, j'ai l'impression, enfin, ce film essaye de montrer à chaque fois les deux côtés, puisqu'on suit le personnage de Matteo et de Julia. Et finalement, assez triste, parce que ces deux personnages finissent assez mal. Voilà, Dans ce sans en film. révéler davantage, les choses ne sont pas simples. Cette idée de montrer un policier paralysé et de montrer aussi ces policiers comme des prolétaires, il me semble que ça renvoie, et là peut-être que c'est le réalisateur qui consciemment l'a fait, Giordana, il a également fait un film sur Pasolini, ça renvoie à une phrase célèbre de Pasolini qui expliquait autour de 68 qu'il était du côté des policiers face aux étudiants, parce qu'au moins les policiers étaient prolétaires et les étudiants bourgeois. Ça avait beaucoup fait discuter à l'époque, c'était assez provocateur évidemment, mais le film s'inscrit aussi là-dedans, dans une volonté finalement de mettre à plat tous les personnages et de ne pas prendre parti, de ne pas les juger. C'est ce qui fait que le film tient, à mon avis, sur ces 6 heures, l'intérêt et une forme d'empathie. Hein. C'est vrai que le mot d'empathie revient à beaucoup de moments. Il revient d'ailleurs dans la scène, si je fais un saut en arrière assez extraordinaire, où Nicolas passe son examen final devant les professeurs d'université, avec un vieux Oui. professeur qui lui dit je suis un dinosaure, je n'ai plus grand-chose à vous apprendre, mais il y a au moins une chose qui souligne, il dit être médecin, c'est avoir la sympathie, être capable de souffrir avec les autres. Ma io credo che la simpatia, nel senso greco del termine sympasin, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, è molto importante per un medico. Et ça, il me semble que c'est peut-être une des clés de lecture de tout le film. Oui, effectivement, puisqu'on vit à fond avec les personnages du film, on comprend leurs douleurs, on comprend leurs inquiétudes. C'est presque un film initiatique. C'est un film sur le deuil aussi à plusieurs moments, Oui, encore une fois sans révéler tout ce qui arrive au personnage. C'est un film où la réalité du deuil est une réalité très,
très présente. Peut-être pour terminer, on peut évoquer les dernières séquences, peut-être pas les toutes dernières séquences du film, mais disons le troisième quart du film, avec ce passage par la Sicile, qui permet aussi au réalisateur, au tournant des années 80 et 90, d'aborder une autre réalité. Les années de plomb sont terminées ou en train de se terminer. Il y a d'autres violences qui imprègnent aussi la société italienne. Oui, effectivement, il me semble aussi que le début de la deuxième partie en traite. D'ailleurs, le passage de Matteo en Sicile est presque un prétexte, puisqu'on s'attarde pas tellement dans le film sur ces assassinats. Lorsqu'il interroge un témoin et qu'il dit qu'il n'a rien vu et qu'il s'énerve en disant que personne ne voit jamais rien, on est totalement dans cette guerre des mafias avec les Corleone et l'imbrication politique de la fin des années 80. La première loi qui considère la mafia comme des crimes, c'est au début des années 80, il me semble. D'ailleurs, l'un des acteurs de cette loi, qui était un député communiste, il s'appelait De La Torre, finit assassiné par la mafia. Et il y a toutes ces violences dans les années 80 de la mafia qui est liée à la politique. On le voit bien avec l'énervement du préfet pas préfet de police, le commissaire de police qui s'énerve parce que Matteo voudrait trouver des coupables. Sauf que les coupables, il le savait déjà dans cette période, qui étaient les coupables et les liens qu'ils avaient avec la politique. Et ça fait écho évidemment à des assassinats de préfets de police, aux assassinats que l'on connaît de Falcone et Borsellino en 92, qui étaient les deux juges qui ont lutté contre la mafia et qui ont fait ce qu'on appelle le maxi-procès, où 400 mafieux ont été condamnés pour divers crimes ou délits. Dans un contexte où effectivement il y a eu une première tentative d'assainir les liens entre mafia et politique, avec aussi ce qu'on appelait l'opération Manipulite, l'opération main propre, Oui. Qui a amené à décapiter presque toute l'ancienne classe politique italienne, ce qui a été remplacé évidemment, comme ça crée un vide, par les forces du berlusconisme, ce qui rétrospectivement n'était pas forcément un gain, mais bon, c'est difficile d'en juger. En tout cas, le film montre ça, et là encore, l'habileté du film, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas la mise en scène du maxi-procès de Palerme lui-même, mais on est toujours à hauteur d'individu pour évoquer ces faits. La toute fin du film, maintenant, alors elle est, disons-le clairement, moins historique, moins sociale, peut-être un peu plus banalement happy end familiale, puisqu'on est dans une maison de famille en Toscane, dans laquelle le petit entrepreneur du début du film a fini par s'installer après avoir beaucoup travaillé et fait fortune. Et du coup, là, on termine sur une note assez optimiste, peut-être dont les Italiens avaient besoin au moment du film en 2003. On quitte un petit peu l'univers très, très documenté, assez tragique du reste du film, cette toute fin de l'œuvre. Effectivement, le début des années 90 et début des années 2000, on n'est plus dans un contexte alors il me semble, de violence politique comme il y a pu avoir jusqu'aux début des années 90. Finalement, est-ce que c'est pas l'idée que la cellule familiale italienne devient le lieu de repli face à ces vicissitudes de l'histoire dont il faudrait maintenant s'éloigner? Est-ce que c'est pas aussi d'une certaine manière un peu le message du film, alors qui à la fois n'idéalise pas la famille, au contraire, mais se termine quand même sur cette idée que le repli sur la sphère intime est peut-être préférable à l'agitation violente des décennies précédentes? Oui, après, peut-être que c'est seulement le contexte qui veut ça, puisque ils ne sont plus jeunes dans l'histoire, Nicolas et le reste de sa famille. Il y a moins cette émulation qu'il y a pu avoir dans les années 60, étudiante. D'ailleurs, on voit que le plus jeune de la famille, qui doit être en âge autour de la vingtaine, totalement déconnecté de lutte sociale comme il y a pu avoir dans la jeunesse des protagonistes. Et d'ailleurs, cette importance de la famille, dès le début, il y a un petit clin d'œil que la mère avait fait sur la famille, parce que c'est une famille relativement traditionnelle, avec le père, la mère, les enfants, et tout ce qui va avec de la famille traditionnelle dans les années 60. Et la mère fait un bref clin d'œil sur le divorce au début du film, et ça m'avait marqué. Elle avait dit, dommage que le divorce n'existe pas, parce qu'elle n'avait pas son mot à dire dans les magouilles, on va dire, de son mari.
Et ce petit clin d'œil, je le trouvais intéressant puisque une dizaine d'années après, le divorce est autorisé en Italie, ce qui est assez étonnant pour l'Italie, qui est assez conservatrice, qui avait au pouvoir la démocratie chrétienne, où le pape avait beaucoup d'influence. Et je trouvais ça intéressant, ce petit clin d'œil qu'il y avait eu. D'autant plus que ce personnage de la mère de famille, il permet aussi au réalisateur d'aborder d'autres enjeux, ceux de l'éducation, c'est une institutrice, ceux des rapports de couple entre justement une femme qui est originaire du nord de l'Italie et son mari qui, si je me souviens bien, lui est romain, et la débrouillardise romaine face Oui. à la réserve du Piémont. Là, on a aussi quelque chose qui dit un aspect de l'histoire italienne. Oui, totalement. Ça rejoint également l'ami de Nicolas qui vient du sud. Tout ça, c'est très géographique, l'Italie. L'Italie a été unifiée en 1861. Et l'histoire de l'Italie, enfin, l'Italie est récente. L'Italie en elle-même est extrêmement récente. Et chaque ancienne province a encore une unité très, très marquée. Alors, ça se voit évidemment dans le film et encore aujourd'hui. Mais oui, effectivement, ce film est une belle fresque réaliste, je pense, grâce évidemment aux repères historiques, mais également, je pense qu'il y a du vécu dans ces histoires. Vous l'aurez compris, si vous aimez l'Italie, si vous aimez les belles histoires de famille, si vous aimez le cinéma, dans ce qu'il peut avoir à la fois de réaliste et de poignant, on vous conseille de voir donc Nos meilleures années, La meglio gioventù. Merci beaucoup, Elisa Vial. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.